Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un épisode du podcast Éclat de vie, propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui à Caen, en présence du professeur Buis. Bonjour professeur. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Avec plaisir, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors donc je suis Éric Buis, je suis psychiatre et je suis professeur de psychiatrie à l'université de Caen-Normandie et au CHU de Caen. Donc l'une de mes spécialisations, c'est le trouble de stress post-traumatique et le trouble de deuil prolongé. Justement, c'est ce fameux deuil dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en introduction qu'est-ce que c'est finalement le deuil, de manière générale ? Oui, alors je peux déjà vous dire que quand on parle de deuil, on parle de plein de choses différentes. Et alors pourquoi ? Je vais devoir vous faire une leçon de linguistique. En fait, dans d'autres langues, comme par exemple l'anglais, le mot deuil se traduit par 3 mots différents, par bereavement, grief et mourning. Et en fait, quand on parle de deuil en français, on parle de 3 choses différentes. Et donc, c'est parfois un peu confus quand on parle de deuil, puisque en fait, on se comprend pas parce qu'on est en train de parler de 3 choses différentes. Donc, bereavement, c'est le fait d'être endeuillé. C'est le statut d'endeuillé, le fait d'avoir perdu quelqu'un de proche. Grief, c'est le fait de ressentir la douleur, la peine de cette perte. Et mourning, c'est le fait de faire le travail de deuil. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 3 mots, 3 concepts différents qui sont regroupés sous le terme deuil. Donc, en fait, on peut penser le deuil sous 3 concepts. Le fait deuil, perte, objective, j'ai perdu quelqu'un. Deuil, ce que je ressens de douloureux. Et deuil, le fait de faire son deuil, en gros, de digérer la réalité de cette perte. Voilà. Dans un processus habituel de deuil, ce qu'on ressent, on a des émotions très fortes, des pensées importantes, différentes et des comportements différents. Donc, je prends un exemple. Vous perdez quelqu'un de proche, vous allez avoir beaucoup de douleur, de peine, vous allez penser beaucoup à la personne, vous allez être préoccupé par le pourquoi elle est partie. Donc ça, c'est les émotions et les pensées. Vous allez aussi penser à qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et ensuite, vous allez aussi avoir des comportements de ce deuil qui sont, par exemple, d'éviter certains endroits qui sont trop douloureux ou, à l'inverse, passer beaucoup de temps à des endroits qui vous rappellent le défunt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un processus de deuil normal, aigu. Et la perte d'un être cher va déclencher cette réaction suite à cette séparation. Habituellement, au cours du temps, cette réaction de deuil aigu va, ce qu'on appelle, s'intégrer et va devenir moins forte. C'est-à-dire que les symptômes, j'appelle ça les symptômes, en tout cas toutes ces réactions vont toujours être présentes, mais de manière moins intense et moins fréquente. Et surtout, elles ne vont plus impacter sur la vie. On pourrait dire qu'on est toujours endeuillé, mais qu'on n'a plus un deuil actif, une réaction de deuil active. Bien évidemment, d'une manière tout à fait habituelle, ce deuil peut se réactiver à des moments d'anniversaire, de fête, Noël, etc. Mais dans l'ensemble, ces symptômes ne sont plus du tout impactants sur la vie de tous les jours. Dans une sous-population de personnes, environ 7 à 10% des gens, ce processus de deuil va se bloquer. Donc on est sur un état de deuil aigu qui reste bloqué
Et donc, on peut être bloqué 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Nous avons des définitions de ce qui est pathologique. Donc, il y a 2 classifications. On peut dire soit 6 mois, soit 1 an en fonction des classifications. Mais vraiment, ce qui est pathologique, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont endeuillés et ils sont à, je sais pas moi, 1 an et demi, mais on voit qu'ils continuent à aller mieux au fil du temps. Donc, c'est pas forcément pathologique. Cette amélioration prouve que ça va dans le bon sens. Ça continue à avancer. Et à l'inverse, on a des gens qui sont juste à 5-6 mois et sont complètement bloqués comme au premier jour. Voilà. Dans tous les cas, on appelle ce trouble, donc cette absence d'évolution du deuil, on appelle cela un trouble de deuil prolongé. Et donc ce trouble de deuil prolongé a été inclus dans les classifications internationale des maladies, donc par exemple la classification internationale des maladies de l'OMS de 2018, et dans le DSM-5, la version 5 révisée du DSM, c'est-à-dire la classification américaine des troubles psychiatriques en 2022. Donc alors d'abord c'est une souffrance humaine qui est décrite de tout temps. C'est un phénomène pathologique, le fait d'être bloqué dans son deuil, qui a aussi été décrit depuis très longtemps. Et c'est maintenant un trouble officiel depuis un peu moins longtemps. Est-ce qu'un contexte traumatique a un impact spécifique sur ce deuil prolongé ? Oui. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque de développer un trouble de deuil prolongé. Et donc, effectivement, la personne qu'on perd, la proximité avec la personne qu'on perd, les circonstances du décès. Bon, donc, si c'est très traumatique, le soutien social qui peut aider. Donc, l'absence de soutien social est aussi un facteur de risque. Le fait d'avoir du mal à réguler ses émotions. Le processus de deuil se fait sur des oscillations où on pense à quelque chose du futur ou du passé, mais en tout cas où la personne défunte n'est plus. Donc c'est douloureux. Et ensuite, on essaie de réinvestir d'une manière différente. Parfois, ces oscillations sont bloquées. On ne peut pas osciller. Et donc, on ne peut pas faire le travail de deuil. Et donc, parfois, c'est par exemple sur les circonstances du décès qui font qu'on rumine beaucoup. Donc, par exemple, si on passe tout son temps à se dire où c'est de ma faute, j'aurais dû arriver 5 minutes avant, etc. Eh bien, on est dans des boucles comme ça de rumination et on ne peut pas faire ce travail de deuil, de penser au futur sans le défunt, puisqu'on essaie de résoudre un problème qui est insolvable. On peut aussi avoir des troubles de la régulation émotionnelle et donc dès qu'on pense à quelque chose de douloureux, on est tellement mal qu'on a presque une attaque de panique. Du coup, on se met à éviter de penser tout ça. Et on se met à éviter de penser au futur, etc. Et donc, on ne peut pas faire le travail de deuil. Certaines personnes, pour éviter, se mettent aussi à prendre de l'alcool ou à prendre des anxiolytiques. Et donc, ils ne peuvent pas faire ce travail de deuil. On peut avoir aussi du stress ambiant qui nous déraille beaucoup. Par exemple, le deuil perte, le deuil objectif, va non seulement vous priver d'une personne, mais va aussi reconfigurer ou modifier votre environnement. Donc, par exemple, une patiente qui perd son mari, donc elle est endeuillée, ça fait mal, mais maintenant en plus d'avoir perdu son mari, si elle se retrouve SDF, elle peut pas faire son travail de deuil puisqu'elle va passer les 18 prochains mois à essayer de trouver un logement, de l'argent, etc. Voilà. Et enfin, le dernier point pour aider à faire ce travail de deuil, c'est l'environnement social, le soutien social. On peut pas vraiment faire son travail de deuil seul, c'est-à-dire que c'est très douloureux de penser à des choses du futur où la personne n'est pas là. C'est très douloureux de penser à l'absence de la personne. Et en général, pour pouvoir justement avoir des moments de répit, il faut un environnement social stable et réconfortant. Et alors tout à l'heure, vous parliez du coup des différentes ressources pour faciliter finalement le deuil des gens. Est-ce que dans les facteurs qui ont l'air multiples pour atteindre la résilience ou en tout cas le fait d'accomplir son deuil, on va dire, est-ce qu'il y a une partie socio-culturelle qui rentre en compte ?
Est-ce que la culture des personnes peut avoir un impact sur la manière d'appréhender la mort ou Oui, mais alors oui, il peut y avoir un impact de la culture sur la mort. Je pense que c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas assez de données. C'est-à-dire que c'est clair que l'environnement culturel impacte, mais par exemple les données sur la spiritualité, la religiosité ne vont pas toutes dans le même sens. Donc ça peut être ou protecteur ou un facteur de risque, et donc c'est plus complexe que ça. Et alors comment on explique que dans la population, il y a environ 10% de personnes qui n'arrivent pas finalement, qui restent bloquées comme ça? Alors, quand on parle de 10% d'adaptation, on parle de 10% de gens qui, si on regarde à 1 an, sont encore élevés. Donc on fait une moyenne en se disant s'ils sont encore élevés à 1 an, c'est qu'ils sont bloqués. Or c'est pas tout à fait vrai. Un deuil peut continuer et peut prendre 5 ans, 3 ans, etc. On est aussi dans des sociétés où les gens ont peut-être un peu plus de mal à réguler leurs émotions, où il y a un peu moins de contacts sociaux et de soutien social, etc. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème finalement? Pour le trouble de deuil prolongé, plusieurs interventions ont été testées. L'intervention pour laquelle il y a le plus de données empiriques, c'est-à-dire de recherches qui prouvent que ça marche, c'est une thérapie qui s'appelle la thérapie du deuil prolongé, qui a été inventée par une de mes mentors et collègues, Cathy Shear, à l'Université de Columbia. C'est une thérapie individuelle en 16 séances qui permet pas de guérir le deuil, c'est pas ça l'objectif, mais c'est de débloquer un processus de deuil bloqué. Donc ça marche tellement bien. Donc il y a 3 études larges randomisées où ils comparaient. Donc on a comparé, j'ai eu la chance de participer d'une des études où on a comparé au traitement antidépresseur, et donc la thérapie marche mieux. Et d'ailleurs le traitement antidépresseur par rapport au placebo ne marche pas sur le deuil. Marche sur la dépression peut-être, mais pas sur le deuil. Pour les personnes qui souhaitent peut-être retrouver un thérapeute ou avoir une prise en charge, vers quel type de praticien on peut les renvoyer? Les thérapies de type TCC, thérapie cognitive comportementale. À ce jour, il n'y a aucun médicament qui a fait la preuve de son efficacité sur le trouble de deuil prolongé. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes, ou des tips peut-être qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une phase de deuil comme ça et qu'on se sent un peu submergé? Alors, quand on est en aigu, c'est un peu ce que je disais par rapport à tous les facteurs de risque. C'est en fait diminuer tous les facteurs de risque pour nous permettre de faire son deuil. Donc, en 1, il faut essayer de ne pas éviter d'y penser. Et quand je dis ne pas éviter, c'est ne pas boire de l'alcool pour ne pas penser. Ensuite, il faut réduire le stress ambiant. Donc là, on a une étude qui est en cours pour utiliser la méditation de pleine conscience pour les endeuillés, parce que c'est une première étape. Si on arrive à réduire le stress ambiant, ça va être plus facile de faire son travail de deuil. Il faut s'entourer. Et donc, on a un peu de mal à aller vers les gens, mais il faut continuer à s'entourer. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.